Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le foot normand. Le débrief sur Radio VFM et Foot Normand, le rendez-vous incontournable du football en Normandie. Bonjour ou rebonjour si vous étiez déjà en notre compagnie lors de la première partie. On attaque le deuxième chapitre du jour où l'on va évoquer nos clubs de Ligue 2 que sont Caen et Le Havre, toujours en compagnie de Mathieu Billot de Foot Normand. Mathieu, re-salut. Salut Aurélien, salut à tous. Toujours avec l'expertise éclairée de Christophe Lécuyer de Radio VFM. Christophe, soyez de nouveau le bienvenu. Et pourtant, je ne suis pas particulièrement une lumière. Rebonsoir Aurélien. Elle était très bonne celle-ci, et bien évidemment à nouveau en compagnie de notre invité du jour, le président de l'US Avranches, Gilbert Guérin. Président, rebonjour à vous. Tout simplement bonjour. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. On va donc parler de l'actualité du Stade Malherbe et du HAC, mais également dans le cadre de cette spéciale US Avranches, des relations entre les deux pensionnaires de Ligue 2 avec votre club, Gilbert. Juste avant ça, on va brièvement récapituler le week-end diamétralement opposé qu'ont vécu le SMC Le Havre avec vous, Mathieu. Oui, pour le SMC c'est assez rapide vu qu'il n'y a pas eu de match. Voilà, chômage technique pour les joueurs de Stéphane Moulin, l'adversaire, les Chamois-Niortais, étant victime d'un cluster de Covid, avec 13 joueurs recensés positifs, plus quasiment l'intégralité du staff. Donc comme le veut le protocole de la Ligue de foot professionnelle, le match a été reporté. C'est l'un des nombreux reports qu'on a connus ce week-end, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, il y en a eu 3 en Ligue 2, il y en a eu 4 en National. Voilà, 2 en Ligue 1 si je me trompe pas. Voilà, donc au niveau Ligue 1, Ligue 2, chaque club en fait a fourni une liste de 30 joueurs. Et à partir du moment où à partir du 11e cas positif, en fait, les clubs peuvent solliciter le report du match. Donc, ce qui s'est passé. Donc voilà, donc forcément, il n'y a pas eu, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de match. Le Stade Malherbe s'est surtout signalé du côté du Mercato, puisque la semaine dernière, ils ont annoncé l'arrivée d'un nouveau joueur, en la personne de Djibril Diani. Voilà. Joueur formé au RC Lens qui arrive des Grasshoppers de Zurich en première division suisse. Tout à fait, voilà. Qui ressemble à un pari pour l'instant. Alors c'est un joueur, on va pas se mentir, que nous on connaît pas. Après il a par rapport aux joueurs qui sont venus avant, il a le mérite déjà de jouer. Il jouait dans son club. C'est pas quelqu'un qui était barré par la concurrence ou qui était blessé. Voilà, donc c'est un milieu de terrain présenté comme récupérateur qui est censé apporter un petit peu d'impact dans ce cœur du jeu. Voilà, après voilà, comme tous les joueurs, de toute façon, il faudra qu'il fasse ses preuves sur le terrain. Voilà, donc peut-être dès samedi contre Sochaux où le Stade Malherbe se rend. En espérant effectivement que côté Covid, les choses s'arrangent. Côté Stade Malherbe, on est plutôt épargné pour l'instant, messieurs. Pour le moment, il y a eu Franklin Wadja qui, pendant ses vacances, a été testé positif. Il est rentré le week-end dernier. Et donc, les clubs ont l'obligation en Ligue 1, Ligue 2 de faire tester leurs joueurs 48 heures avant les matchs. Donc, le Stade Malherbe l'a fait vendredi. Ils avaient 2 cas positifs. Donc, effectivement, c'est extrêmement peu. Alors, c'est toujours pareil. Si c'est vos 2 meilleurs joueurs de l'équipe, ça peut quand même faire mal. Mais en tout cas, en termes de quantité, c'est peu. Donc, voilà. Donc, ça, on aura la réponse en fin de semaine. Et le match à Sochaux pourrait être l'occasion aussi de voir à l'œuvre pour la première fois une autre recrue, Adolphe Etekeux, qui lui avait signé début décembre, mais qui n'était pas encore qualifié. Désormais, il l'est. Donc, il pourra peut-être faire son baptême du feu contre son ancien club de Sochaux. Ouais, donc, il l'est, mais il aurait été automatiquement si... Donc il n'était pas forcément pour Niort, parce que comme c'est un joueur qui joue à l'étranger, il faut un certificat de transfert international, qui visiblement n'était pas parvenu, mais voilà, il y a un règlement qui fait que si au bout de 7 jours, le document n'arrive pas, la FIFA qualifie automatiquement le joueur. Donc il aurait été qualifié dans tous les cas pour Sochaux. Il faudra faire quand même la situation du Covid au Stade Malherbe, parce que le côté un peu particulier, c'est que le club est parti en stage du côté de Fougères. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas anecdotique, parce que dans cette période, on conseille en même temps de faire attention aux règles de distanciation sociale, à éviter la promiscuité, à éviter le temps passé en vase clos. Et c'est vrai que le club est parti quand même, alors d'une manière écourtée, parce qu'ils sont rentrés plus tôt que prévu, mais ils étaient quand même en stage du côté du château du Boisguy à Fougères. Ouais, alors forcément on n'était pas avec eux. Visiblement c'était les seuls résidents du site, avec un personnel forcément testé, avec mais avec 2 joueurs potentiellement positifs dans l'effectif. Passe sanitaire. Alors après voilà, on pourra en discuter avec notre invité. Forcément, de toute façon, vous pouvez prendre toutes les précautions du monde. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. D'autres clubs, on viendra sur Le Havre. Voilà. Après, ils ont mis un protocole en place. Les joueurs ne prennent même plus leur douche à l'entraînement. Sur place, ils arrivent un quart d'heure avant dans leur voiture personnalisée et ils repartent après l'entraînement. Ils se douchent chez eux.
Après, vous avez beau faire, voilà. C'est nullement un reproche, parce qu'évidemment, le contexte est extrêmement compliqué. Simplement dire qu'il faudra suivre d'un œil particulier l'évolution du Covid au Stade Malherbe, dans le sens où l'effectif a quand même vécu quelques jours en vase clos du côté de Fougères. Justement, on peut en profiter pour voir avec vous, Gilbert, voilà, ce genre de mesures. Est-ce que c'est le genre de mesures que vous prenez, vous, du côté de l'US Avranches, là, ces derniers jours ? On fait évidemment attention, pas assez évidemment, comme tout le monde. On se teste. On se teste parce que moi je trouve que c'est du civisme de ne pas ramener chez soi des microbes. On n'en fait pas assez, je répète. Mais encore une fois, on continue à prendre les douches. Je ne pense pas que le problème des douches soit important. À partir du moment où il y a des contacts, c'est plus gênant, je trouve. Et on a beau dire aux joueurs qu'il ne faut pas se serrer la main, ils ne se serrent pas la main, mais les Français ont pris une sale habitude. De se donner le poignet, pas le poignet, le bout de la main, quoi. Je trouve que c'est plus facile avec le coude. Et j'encourage, attendez, je ne suis pas parfait non plus, moi, mais j'encourage les gens à se donner le coude, ou le pied, puisque ça se fait aussi. Pour des footballeurs, ce serait plus logique. Ça se faisait au début au Stade Malherbe, d'ailleurs, le pied. Juste, Président, est-ce que vous pouvez nous rappeler le protocole qui est en vigueur au niveau du championnat national, qui est un championnat qui est géré par la Fédération française de football et qui est le même protocole qui est applicable à tous les championnats, y compris les championnats régionaux? La règle est simple, à partir du moment où il y a 4 garçons positifs, le match est reporté. Alors, il est reporté automatiquement ou il faut une demande de report? Il faut faire la demande, évidemment, avec les pièces attenantes, quoi, les certificats de laboratoire ou médicaux, quoi. Mais c'est ce qui s'est passé chez nous. On en avait 6, dont un garçon qui avait joué peu de temps, mais qui était parti les 6. Et c'est pour ça qu'on s'est pas déplacé. De plus, on avait le coach. C'était ennuyeux de partir sans le coach. Ouais, c'était forcément compliqué. Hein. Est-ce que vous trouvez que au niveau de ce problème Covid qui touche tous les clubs, est-ce que c'est plutôt bien géré par la fédération? Vous êtes satisfait du protocole qui est en place? Ça permet de protéger les clubs, de protéger les joueurs, de garder une équité entre les différentes équipes du championnat? Écoutez, si on peut déjà, au niveau du civisme, le football soit exemplaire, il ne l'est pas dans tout, et souvent décrié, puisque c'est le sport le plus populaire. Si pour une fois on pouvait être dans les bons, ce serait bien, et je pense qu'il faut durcir le ton. Le président de l'AMOS, Thierry Deslandes, a fait une proposition à la Ligue qui est intéressante, disant que ce serait bien que le football s'arrête pendant le mois de janvier, exceptionnellement. Je suis d'accord avec lui, et qu'on n'en profite pas pour faire des matchs amicaux, parce que sinon ça ne change rien. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, mais je crois que la fédération doit se réunir aujourd'hui ou demain pour envisager un nouveau protocole qui sera modifié par celui de la semaine dernière. L'idée, ça serait quoi? Ça serait d'arrêter tous les jeunes, les seniors, quel que soit le niveau départemental, régional, voire même national? Voire national, voire jusqu'à national, tout ce qui dépend de la fédération. Alors peut-être qu'une fois de plus, on sera exempté. Je ne demande pas d'exemption, moi je demande que si le règlement, on est un club comme les autres, on dépend de la fédération, et s'il faut arrêter, il faut arrêter. On tirera un petit peu la saison sur le mois de fin mai. Il doit rester 2 matchs, puisqu'il y a une date de rattrapage qui était réservée à la Coupe de France dans le mois de janvier. Donc moi je serais plutôt favorable à cette solution-là. Il n'y aura pas de Coupe du Monde cet été en plus, donc on peut se permettre d'étirer un petit peu les compétitions. Elle est plus loin la Coupe du Monde. Juste par rapport, donc c'est vrai que Thierry Deslandes, le président de l'AMOS, a proposé d'arrêter jusqu'à fin janvier. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte que si on s'arrête, on ne reprenne pas? Non, enfin, je suis pas devin, à loin près. Je répète, je pense que cette histoire de Covid, je suis quand c'est le puce, il ne sait pas grand-chose, mais évidemment, il en sait plus que moi. Je crois, j'ose espérer qu'on a atteint le pic, là. Mais mon voisin est un chirurgien, et on se disait à travers la rue hier matin que l'hôpital serait plein dans 10 jours, quoi. Lui aussi pensait que le pic était atteint, et que l'hôpital, c'est le maximum d'hospitalisés, serait dans 10 jours, puisque apparemment c'est ce qui se passe à chaque fois. Donc je pense que fin janvier, on devrait non pas être débarrassé, mais ça devrait être beaucoup assaini, et c'est pas l'endroit, mais que les gens non vaccinés prennent conscience qu'ils sont dangereux pour les autres.
Alors messieurs, on a parlé de l'actualité du Stade Malherbe, un petit peu de Covid avec vous. Gilbert, on va revenir maintenant sur l'actualité du HAC. Un HAC qui s'est incliné le week-end passé à domicile face à Sochaux 1-0, un match auquel vous avez assisté, Christophe. Une équipe du Havre qui a décidément du mal contre le top 5 de cette Ligue 2. J'étais très bien accompagné puisque juste derrière moi j'avais notre cher Mathieu Billot qui avait aussi un œil averti sur la rencontre. Oui, le Covid, on est encore obligé d'en parler évidemment puisque le Havre était amoindri. 7 cas positifs quand même à la Covid-19 et non des moindres. Il y a quand même des joueurs importants de cette équipe qui ne jouaient pas, Fofana, Richardson pour ne citer que. Et le Havre a perdu. Alors comme souvent contre un candidat au top 5 puisque effectivement c'était face à Sochaux. On se rappelle que le Havre avait déjà déçu contre le Paris FC, contre Ajaccio. Et cette fois c'est Sochaux qui est parti avec les 3 points. Donc forcément c'est un coup dur pour les Havrais parce que on va pas dire que c'était un match capital, loin de là, mais quand même ça s'apparentait à un match charnière, qui plus est à domicile. On sait que les Havrais laissent filer beaucoup trop de points dans leur stade Océane cette saison et qui plus est, on le disait tout à l'heure, face à des concurrents directs. Alors on peut pas dire que le Havre a mal joué. Oui, justement, alors messieurs, vous étiez au match, défaite logique, défaite méritée, ou est-ce que le Havre pouvait espérer mieux sur cette rencontre ? Alors, on demandera l'avis à Mathieu. Moi j'ai le sentiment que c'est pas le hold-up de l'année, mais que le Havre aurait clairement quand même pu prétendre à mieux. Le petit regret, c'est quand même que le Havre était encore une fois amputé de nombreuses pièces maîtresses. Alors on a évoqué le Covid, il n'y a pas que, il y a Jamal Thiaré, notre ami Gilbert Guérin qu'on connaît bien évidemment, qui n'était pas là. Là aussi c'est beaucoup plus compliqué quand les Havrais n'ont pas Jamal Thiaré. Donc pour répondre à la question, c'est quand même frustrant. Je sais que Paul Le Guen à la fin était déçu parce que bon, encore une fois il n'y a pas à crier scandale. Je pense que chaque équipe a eu ses temps forts en fait dans cette rencontre. Le Havre aurait pu marquer, ne l'a pas fait. Derrière Sochaux a relevé la tête en fin de première période et puis a scoré en toute fin de match. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au-delà de savoir si c'est logique ou pas, ce qui est sûr c'est que ça fait mal à la tête du côté du Havre. Ça fait mal à la tête, c'est surtout que c'est à domicile, c'est surtout à domicile parce qu'à l'extérieur le Havre est bien plus performant. À domicile, le Havre a du mal à marquer, a du mal à se créer beaucoup d'occasions contre ses concurrents directs au top 5. Donc il n'y avait pas Jamal Thiaré qui était malade, pas du Covid, mais il était souffrant. Papy Bouba est parti disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec la Mauritanie. Un petit peu à la surprise générale, parce qu'on rappelle que Papy Bouba est né au Sénégal, donc il a des origines mauritaniennes, mais donc du coup ça s'est fait un peu au dernier moment. C'était pas, je pense, prévu forcément dans les plans de Paul Le Guen et la direction havraise. Donc là forcément on est au mois de janvier, qui dit janvier dit mercato d'hiver, dit peut-être recrutement d'un attaquant. Nos confrères de Ouest France à Rennes évoquaient peut-être la possibilité d'un prêt d'un jeune joueur qui se nomme Mathis Sabline, qui a 18 ans, qui est un peu barré par la concurrence à Rennes, qui pourrait arriver. Le problème, c'est comme l'a expliqué Paul Le Guen, tous les clubs de Ligue 1 temporisent, parce qu'avec le Covid, si vous vous retrouvez avec 7-8 joueurs absents, vous avez besoin de tout votre effectif. Donc mais bon, si le Havre veut jouer vraiment un rôle et candidater au top 5, de l'extérieur, on a l'impression qu'ils auront besoin de plus d'arguments offensifs et peut-être des renforts. Et c'est vrai qu'ils ont aussi besoin de Jamal Thiaré. Le Havre, sans Jamal Thiaré, ce n'est plus le même Havre. Ça fait déjà depuis mi-octobre qu'il est absent alors à cause d'une blessure au genou. On espère vraiment que pour le HAC, il sera rétabli dès lundi prochain contre le Paris FC. Grand match important. Qui sera le prochain rendez-vous du HAC. Mais voilà, le HAC a besoin de Jamal Thiaré et aussi peut-être d'une petite recrue de l'extérieur. Alors Jamal Thiaré nous permet de faire la transition toute trouvée vers notre invité du jour. On le rappelle, Gilbert Guérin, le président de l'US Avranches. Jamal Thiaré qui est un de vos anciens joueurs, un joueur qui vous a marqué à son époque. Je crois qu'il a marqué plus de 25 buts du côté de l'US Avranches. Ouais, un petit peu. En championnat, c'était 15, je crois. 15. Il avait fini meilleur buteur du championnat national sous les couleurs de l'US Avranches. Il y avait la Coupe de France qui s'ajoute à ça. C'est un joueur qui vous a marqué, Jamal Thiaré ? Oui, comme beaucoup d'autres, mais enfin lui, parce qu'il a fait 4 ans. Il a fait 4 ans chez nous. Il est arrivé de Charleroi. En prêt de Charleroi. On l'a conservé. Il a été en prêt une année, on l'a conservé derrière. Mais bon, on a beaucoup de joueurs. On a plus de 20 joueurs sur les 5 dernières années qui sont passés par Avranches et qui jouent aujourd'hui en Ligue 2, voire en Ligue 1. Voir Jonathan Claus à Lens, voir Azedine Ounahi qui est à la Cannes également à Angers, voir le petit Malsa qui joue à Levante et qui est pisté par l'Atlético Madrid. Je pense que le passage à Avranches, même s'il est bref pour certains, est intéressant. Vous parliez du Havre, le capitaine du Havre et le capitaine de Niort, puisque Victor Lecal et Dylan Louiser sont passés par chez nous, Béné à Amiens.
Enfin, il y a une multitude de joueurs. Victor Lobry, qui est le meilleur joueur sans doute à Pau. On va y revenir dans un instant sur Victor Lobry. On met en valeur des garçons parce que par la qualité de l'entraîneur, des entraîneurs, sans doute. Et puis on leur donne la chance. Ce sont des garçons qui ont du talent et puis qui jouent pas qui réussissent pas à jouer dans leur club d'origine. Et le fait d'être prêté ou le fait d'être transféré, puisque le Brie ou Thierry ou Klaus étaient des garçons qui n'étaient pas prêtés. Donc, des fois on a la main heureuse. Alors justement, il y a des segments qui sont faciles à tracer entre l'US Avranches et la Ligue 2, la Ligue 1, à travers ces joueurs que vous citez. Et justement, est-ce qu'il y a des segments qui sont faciles à tracer avec les clubs normands qui sont en Ligue 2 ? On rappelle le Stade Malherbe, Le Havre, mais aussi QRM. Elles en sont où, les relations entre l'US Avranches et ses partenaires normands professionnels à l'heure actuelle ? Écoutez, elles sont excellentes. On souhaite les vœux déjà. On se souhaite les vœux. On souhaite les vœux d'Olivier. Et puis que la semaine dernière, ceux de Michel Mallet, évidemment. Je veux dire, encore une fois, ça se passe bien. Les connexions avec Villy, elles sont faibles, puisqu'ils étaient dans notre division. Chez nous, ils ont Bassa, qui sont venus chercher. Il était libre, donc il n'y a pas de problème. C'est pas. Après, Le Havre, il y a des connexions fortes parce que on s'entend bien avec Paul Le Guen. Ce Ventier, c'est pareil, c'est très très bien. Le président, je ne connais pas parce que je ne parle pas l'anglais. Mais il parle très bien le français, le président. Oui, non, vous pourrez discuter avec lui. Vous pourrez négocier un prêt d'un joueur si vous voulez, sans problème. Ça se passe bien. Ça se passe bien avec le club du Havre. Malherbe, écoutez, c'est mon ancien club puisque j'ai fait 3 ans et demi, 3 ans avec la première année des Ligue 1. J'étais dirigeant, j'ai même été président de la section amateur là-bas. On rappelle à la fin des années 80, début des années 90. C'est ça, voilà. Donc on était 7 dans le comité de gestion à l'époque. Et on a eu du mal à se maintenir. C'était un peu compliqué, mais bon, on a réussi. On a créé les fondations de Stade Malherbe en Ligue 1 et en professionnel, puisque donc quelque part j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Donc les relations sont forcément intéressantes. J'ai toujours des relations très fortes avec M. Fortin, parce que ça reste quand même un gros problème, un gros souci, l'éviction, parce qu'il faut parler de ça. Jean-François Fortin était un scandale, je peux dire comme ça, et une honte. Maintenant, le projet Fortin est arrivé avec Pierre-Antoine Capton, et c'est dommage d'avoir perdu du temps. On a perdu 2 ou 3 années pour arriver où on est le Stade Malherbe aujourd'hui, mais je pense qu'Olivier, Stéphane Moulin sont capables de redresser la barre. Ils ont réussi à faire des choses formidables à Angers, et il n'y a pas de raison qui n'arrive pas. La région a forcément besoin d'un club en Ligue 1. C'est une locomotive, que ce soit Le Havre, que ce soit Caen. Je préférais, alors il ne faut pas le dire au Havre, mais je préférais que ce soit Caen, puisque c'est plus près. Mais encore une fois, on a besoin d'une locomotive forte. Et les relations sont plus compliquées avec le Stade Malherbe depuis le départ de Jean-François Fortin. Il était facilitateur, peut-être, en fait, entre les deux clubs ? Oui, évidemment. Évidemment, il est un peu chez nous, c'est un secret de Polichinelle. Il est un peu chez nous, et donc, je l'ai encore eu au téléphone ce matin, donc il y a des échanges. À partir du moment où comment Jean-François est chez nous, c'est un petit peu compliqué, un peu plus compliqué de travailler avec Malherbe. Encore une fois, ils viennent chez nous, on a fait un match amical contre eux et ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Ça demande un petit peu de détente. Encore une fois, on n'est pas ennemis, on n'est pas très très amis. Mais encore une fois, ça viendra. Il faut qu'il y ait un tout petit peu de temps qui passe. Et on devait se rencontrer avec Pierre-Antoine Capton et Hervé Morin dernièrement. À cause du Covid, ça a été reporté. Donc, mais il n'y a pas de raison. On doit travailler ensemble parce que c'est pas. Il y a des choses qui sont pas logiques. Tous les garçons qui sont partis. Et pour moi, il y a des garçons qui sont partis. Je parlais des Lobry et autres. Moi, j'ai proposé à Malherbe. Malherbe les a pas pris. C'est leur choix. Ils avaient des postes. Yann Leline fait un excellent travail. Mais ça me fait un peu mal au cœur de voir des garçons partir ailleurs. Il y a eu 4 garçons qui sont, je ne parle pas de l'équipe première, il y a eu 4 garçons après formation qui sont partis dans les clubs pro. Ils sont partis au Havre, ils sont partis à Brest, ils sont partis à Guingamp, ils sont partis à Rennes.
Nous, on n'a pas forcément notre avis à donner. Ce sont les parents qui décident, même si on conseille. Hein, et donc, c'est pas normal que Malherbe n'est pas. Hein, aujourd'hui, on est notre formation à nous est un peu en dessous de celle de Malherbe, hein, mais on n'a pas de centre de formation non plus. Hein, maintenant, en 16 ans, on est devant Malherbe. En 17 ans, je crois qu'on est devant Malherbe. En 19, on n'est pas dans le même groupe. Mais on est 4e ou 5e, Malherbe de tête 3e. On travaille et c'est pas logique que Malherbe soit pas plus près de nous, hein, parce que encore une fois, c'est notre grand frère. Ça devrait être notre grand frère. Et c'est dommage que Rennes soit plus. Hein, Rennes est à quasiment tous les matchs chez nous, donc c'est pas. On suivra en tout cas l'évolution de ces relations dans les prochains mois. Pour rebondir juste, pour terminer sur cette partie-là, nous, de l'extérieur, ce qu'on souhaiterait, ce qu'on imagine, c'est qu'un Victor Lebris qui s'est révélé à l'US Avranches, il soit en Ligue 2, pas à Pau, mais à Caen, que Klaus qui s'est révélé effectivement il y a quelques années avec l'US Avranches, qui brille aujourd'hui avec Lens, il ait fait un passage par Malherbe et il ne soit pas parti en Allemagne. Ou Azzedine Ounahi, qui est le dernier cité, qui était chez vous donc la saison dernière, et qui aujourd'hui est titulaire en Ligue 1 dans l'équipe du SCO d'Angers et qui a été sélectionné avec le Maroc, pas n'importe quelle nation africaine, on parle bien du Maroc. Donc voilà, on aimerait que ces joueurs effectivement qui sont passés par l'US Avranches et qui ont été révélés sous les couleurs de l'US Avranches, pourquoi pas poursuivre, que ce soit à Malherbe ou même au HAC, tout simplement. Voilà. Messieurs, on se retrouve dans un instant pour clore cette émission avec la 3e et dernière partie de cette spéciale US Avranches. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.